Alors, on peut commencer. Bonjour à tous. Comme d'habitude, j'espère que vous avez passé un bon réveillon du nouvel an et j'espère que cette nouvelle année sera meilleure que celle qui est passée. D'accord? On va continuer notre cours de corrosion à haute température. Comme d'habitude, je rappelle que les micros devraient rester désactivés durant la séance. Quand vous avez une question, vous pouvez toujours soit lever la main ou activer vos micros et poser vos questions, d'accord? Je vais essayer de temps en temps de m'arrêter et de répondre à vos questions et à vos doutes. Aujourd'hui, on va continuer notre cours. Bien sûr, on va terminer le chapitre de la cinétique de l'oxydation à haute température et on va essayer d'entamer l'oxydation des alliages à haute température. J'aimerais aussi en profiter pour vous remercier d'avoir rendu le devoir dans les délais. Merci à vous. On va passer au chapitre 4. Donc, cinétique d'oxydation à haute température. Et on avait commencé par le rapport de Pellin et de Bedworth. On avait dit qu'ils font intervenir les densités du métal et la masse volumique de l'oxyde. Ce rapport donc de volume, qui est le volume de l'oxyde par rapport au volume du métal, permet d'avoir un indice sur le degré de protection de la couche d'oxyde qui se forme au-dessus du métal. D'accord? Donc, je vais revenir ici. Vous avez les volumes et ensuite, on avait démontré qu'on peut donc utiliser directement les masses volumiques et les masses molaires, leur rapport bien sûr avec le nombre de moles du métal dans ce cas. Et j'aimerais aussi rappeler que tant qu'on a accès de l'oxygène à la base de l'oxyde, à l'interface métal-atmosphère, il y aura toujours oxydation, d'accord? Tant qu'il y a contact direct entre le métal et l'oxygène, il y aura toujours oxydation, bien sûr, dans les conditions thermodynamiques convenables. D'accord? Il ne faut pas oublier que ça va dépendre de la température et de la pression. D'accord? Et en même temps, ensuite, l'évolution, la cinétique, va dépendre du type d'oxyde qui se forme ici, va dépendre tout spécialement de la diffusion. En ce qui concerne ce rapport, on avait dit que ce rapport, il permet de donner une idée sur la propriété protectrice de la couche qui se forme. Si delta est supérieur à 1, on avait dit que la pellicule est protectrice. Si delta est inférieur à 1, le film, dans ce cas, est mis sous tension. Il va donc se briser et il aura accès, dans ce cas, de l'oxygène à la base au métal et cela va permettre la continuation de la réaction d'oxydation. D'accord? Mais on avait dit que cette loi, selon Pellin et Bedworth, elle n'est pas absolue. D'accord? Il y a des exceptions qui vont dépendre de la nature, bien sûr, de la couche d'oxyde qui se forme. Et on avait dit, on avait pris l'exemple du tungstène, par exemple, où on avait dit que puisque delta est supérieur à 1, son rôle est très protecteur, mais dans un rang de température qui est inférieur à 800 degrés Celsius. Au-delà de cette température, l'oxyde se volatilise. S'il se volatilise, ça veut dire qu'il a disparu
de la surface du métal et par conséquence, on aura une continuation d'oxydation, une formation d'une nouvelle couche au-dessus de ce métal qui n'est autre que le tungstène. D'accord? La règle, ou bien le rapport de Pillin et de Bedworth, il donne un indice, mais il va dépendre aussi des conditions, bien sûr, thermodynamiques, tout spécialement de la température et la nature de l'oxyde qui se forme. D'accord? Et on avait dit que la méthode la plus directe pour étudier la cinétique d'oxydation est d'analyser directement les courbes donc des différentes lois d'oxydation pour ces films, donc l'évolution de la masse ou bien de l'épaisseur de cette couche en fonction donc, du temps, puisque c'est une vitesse d'oxydation, c'est la cinétique d'oxydation. Effectivement, on était passé à définir ce qu'est une cinétique d'oxydation. On a dit que c'est la masse ou bien l'épaisseur de l'oxyde qui sera égale à une constante fois une fonction du temps. Et on avait dit que cette constante va dépendre fortement, bien sûr, des conditions thermodynamiques et tout spécialement de la température, puisqu'elle suit donc la loi d'Arrhenius. D'accord? On avait défini 3 lois cinétiques d'oxydation à haute température. La première, on avait dit que c'est une loi linéaire. La deuxième, c'est une loi qui est parabolique. Et la troisième est une loi qui est logarithmique. Bien sûr, la parabole, faites attention ici, et j'avais insisté la dernière fois sur le fait que donc cette parabole, elle a été prise en rotation de 90 degrés à cause de quoi? À cause du fait qu'on a écrit la masse en fonction du temps. Si on veut voir la parabole mathématique que nous connaissons tous, dans ce cas, on devrait écrire le temps en fonction de la masse ou bien de l'épaisseur du site. Et là, vous aurez donc votre parabole qui va aller dans ce sens. D'accord? Donc faites attention ici. On a pris la masse en fonction du temps. C'est pour ça que la parabole, elle a été tournée de 90 degrés dans ce cas. Et on avait déjà essayé d'analyser quelle est l'information que ces 3 courbes pourraient-elles nous donner. Et on avait dit que la différence entre les 3, premièrement, est que les 2 dernières, la B et la C, parabolique et logarithmique, il y a une décélération de la vitesse de l'oxydation dans ce cas, puisque la masse formée ne suit plus donc, la même vitesse avec laquelle elle a été formée au départ, au début de la réaction d'oxydation. Par contre, pour la loi linéaire, il y a continuation avec le même rythme, avec la même pente dans ce cas. Ça veut dire que la vitesse de la réaction va être constante et en continu. Donc l'oxydation du métal va être en continu dans ce cas. D'accord? La première partie des courbes B et C, c'est une partie où on a une oxydation qui est rapide, comme vous le voyez, et ensuite on a une décélération pour les 2 courbes, même si cette décélération est plus prononcée dans ce cas pour la courbe logarithmique, où on avait déjà dit que ça sera une courbe qui est asymptotique, qui va suivre, donc qui va être en parallèle avec donc, notre axe des X. Cela veut dire que pratiquement, il n'y aura pas d'évolution de la masse. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'oxydation. Et dans ce cas, on peut affirmer que la couche est protectrice. Dans le cas de la loi parabolique, on voit qu'on a continuation de la formation de l'oxyde, mais à une vitesse qui est plus lente que la vitesse, dans ce cas, de la loi linéaire. Et cela veut dire que cette couche peut être relativement donc, protectrice, mais pas totalement protectrice. On va essayer aujourd'hui de rentrer dans les détails des différentes lois d'oxydation à haute température. Bien sûr, on va commencer par la cinétique d'oxydation linéaire. Dans ce cas, la cinétique d'oxydation est de type
soit la masse de l'oxyde ou bien l'épaisseur de l'oxyde sera égale à une constante fois le temps. On a une pente ici qui est K1 de cette loi. Cette loi d'oxydation linéaire, elle est en général suivie par tous les métaux légers alcalins et alcalino-terreux. On parle des deux premières colonnes du tableau périodique, dont les oxydes sont de volume inférieur à ceux des métaux qui leur donnent naissance dans ce cas. Alors, delta dans ce cas est inférieur à 1. Cela veut dire qu'on est en train de respecter donc, le rapport de Peeling et de Bedworth dans ce cas. Delta inférieur à 1, on aura une continuation de la réaction, on aura formation de l'oxyde en continu, la loi devrait être linéaire dans ce cas. C'est l'exemple du calcium ou bien du magnésium. Dans ce cas, l'oxyde sera discontinu, comme on l'avait déjà vu avant. Il sera très fissuré et permet la poursuite de la réaction car il y a accès de l'oxygène à la base de l'oxyde pour atteindre la surface métallique et dans ce cas, continuation de la réaction d'oxydation. D'accord? À ces lois, on peut rajouter, à ce type de loi, pardon, on peut lui rajouter donc les métaux dont les oxydes sont volatiles, comme le cas du tungstène qu'on vient de voir. Si on a des métaux qui forment des oxydes au-dessus d'eux qui sont volatiles, dans ce cas, la loi cinétique régissant l'oxydation à haute température, dans ce cas, sera une loi qui est linéaire. On donne comme exemple donc, le molybdène ou bien le tungstène. D'accord? En plus, on peut y rajouter, bien sûr, je ne vais pas rappeler donc ici que si la couche est volatile, ça veut dire que le métal sera, donc sa surface sera complètement exposée à l'atmosphère et comme ça, on a l'oxydation qui va continuer. À l'autre extrême, lorsque le rapport delta est supérieur à 2,4 environ, on était à delta inférieur à 1, maintenant delta supérieur à 2,4, ça veut dire que si on suit seulement le rapport de Peeling et de Bedworth, dans ce cas, on devrait avoir une couche qui est très protectrice puisque c'est supérieur à 1. Mais vous voyez que là aussi, il y a une exception. Delta est supérieur à 2,4 environ. La cinétique de l'oxydation est également soumise à une loi qui est de ce type, qui est linéaire. C'est le cas du tantal et du niobium, par exemple, car le volume d'oxyde dans ce cas, qui se forme au-dessus donc, de notre métal, le volume il est si important, il est si grand que par ce gonflement, ce qui va se passer, c'est qu'il va se briser, donc cet oxyde va se briser. On aura formation de fissures par lesquelles l'oxygène va pouvoir pénétrer jusqu'à la surface du métal. Une fois que vous avez le métal en contact direct avec l'oxygène, cela veut dire que la réaction d'oxydation devrait continuer. D'accord? Donc, premier cas, delta inférieur à 1, dans ce cas, forcément, ça va suivre une loi qui est linéaire, parce que la couche ne devrait pas être protectrice. Ensuite, ceux qui ont des oxydes qui sont volatiles dans un domaine de température donné, cela permet que le métal soit exposé à l'atmosphère et la réaction devrait continuer et sera d'une loi linéaire, ou bien au-dessus de 2,4 pour le rapport dans ce cas des volumes. Et puisque ces volumes qui se forment sont très grands, donc très importants, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont se fissurer, ils vont se briser, et il y aura accès de l'oxygène à la base du métal, et là, à la base pardon, de l'oxyde, et il y aura donc contact direct de l'atmosphère, l'oxygène dans ce cas, sur le métal, ce qui permet que la réaction continue.
D'accord? Et c'est pour cela qu'on peut voir que la loi est complètement donc, linéaire. Il y aura une oxydation en continu, donc avec le temps, formation de l'oxyde en continu en fonction du temps dans ce cas. D'accord? Est-ce que c'est clair pour le premier cas? C'est clair? Très bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On passe au deuxième cas. Le deuxième cas, on a dit que c'est une donc, loi d'oxydation à haute température. Dans ce cas, qui est parabolique. Parabolique, on a dit qu'il y aura décélération de la vitesse. Dans un premier temps, la vitesse sera rapide et ensuite, elle va être plus lente dans la deuxième partie de la courbe, mais elle va continuer en principe. Et cela va dépendre, bien sûr, donc la continuation ou bien la vitesse de la réaction va dépendre fortement du type d'oxyde qui s'est formé. D'accord? Alors, la symétrie d'oxydation parabolique, notre relation est la suivante. On a la masse de l'oxyde au carré, ou bien l'épaisseur de l'oxyde au carré, est égale à une constante fois T dans ce cas. Donc, pour que vous ayez la parabole mathématique que vous connaissez, en fonction de l'axe des ordonnées, vous devriez donc changer, donc mettre T en fonction donc, de la masse. Donc, ce sera 1 sur K2 pour que vous ayez donc votre parabole suivant l'axe des ordonnées, bien sûr. Dans ce cas, cette loi concerne les métaux pour lesquels le rapport sera entre delta est égal à 1 et delta est égal à 2,4. Vous vous rappelez que juste avant, on avait delta inférieur à 1 et delta supérieur à 2,4. Maintenant, on se met dans le domaine intermédiaire entre les deux, 1 et 2,4. Dans ce cas, il y a formation d'une couche qui sera relativement protectrice. D'accord? Je dis relativement, ça veut dire que ça va dépendre fortement de la nature de l'oxyde qui se forme, parce que, bien sûr, l'oxyde, ou bien la continuation de la réaction dans l'oxyde, elle est régie par quoi? Elle est régie par la diffusion des espèces, si vous vous rappelez. D'accord? Elle est régie par la diffusion des espèces vers l'extérieur, ou bien de l'oxygène, bien sûr, vers l'intérieur, mais on avait dit que c'est plus favorable d'avoir les ions métalliques qui vont essayer de passer vers l'extérieur pour former l'oxyde. Et puisque ça va dépendre de cette diffusion, on avait dit que la diffusion, bien sûr, elle dépend fortement des défauts qui existent donc dans cet oxyde. Et plus il y a de défauts, plus la diffusion est rapide. Moins il y a de défauts, plus la réaction devient lente. D'accord? Moins il y a de défauts, plus la réaction devient lente dans ce cas. D'accord? Donc, je viens de dire qu'il y a formation d'une couche relativement protectrice ici, et j'insiste sur relativement. Ce n'est pas une couche qui est complètement protectrice, comme la loi qu'on va voir par la suite, qui est la loi logarithmique. Elle est donc cette couche compacte et elle est complètement continue au-dessus du métal dans ce cas. Donc, il n'y a pas de fissure comme le cas précédent. Et l'oxydation progresse alors par diffusion des ions et des électrons dans l'oxyde, comme on l'avait vu sur le chapitre précédent. Et la cinétique, je viens de le dire, dépend des propriétés physiques de l'oxyde ainsi que de la stoichiométrie de cet oxyde. Plus l'oxyde est stoichiométrique, plus la réaction est lente. Moins l'oxyde est stoichiométrique, plus il comporte de lacunes, de défauts, plus la réaction est rapide et la réaction continue. Je parle de la réaction d'oxydation, bien sûr. Dans les composés non stoichiométriques, il s'établit un gradient de concentration des ions entre les interfaces métal-oxyde et oxyde-gaz, ce qu'on avait déjà vu, ce qui favorise l'établissement d'un
courant de diffusion. Donc, on est en train de répéter le mécanisme qu'on avait vu la dernière fois pour la continuation de la réaction ou bien la formation de l'oxyde. D'accord? Donc, ici, plus la couche d'oxyde est épaisse, bien sûr, plus le temps nécessaire pour que les ions la traversent va augmenter. D'accord? Plus vous avez une couche qui est épaisse, plus le voyage des ions va prendre plus de temps. Cela veut dire que donc, la cinétique de la réaction va diminuer, bien sûr. La théorie de Wagner, bien sûr, elle est basée sur la diffusion, comme on l'a vu la dernière fois. Donc la formation de couches ou bien de films d'oxyde qui sont très épais, par exemple sur le cuivre, le fer ou le nickel à haute température, est en général régie par cette même loi. D'accord? Cuivre, fer ou bien nickel, vous avez une couche qui est continue au-dessus de votre métal. Cette couche d'oxyde, donc elle aura une épaisseur déterminée, et cette épaisseur, plus elle est grande, plus la diffusion devient plus lente. Cela permet de dire qu'on a donc une réaction qui est régie, une réaction d'oxydation qui est régie par une loi qui est parabolique. D'accord? Je vais insister sur le fait que cette partie de la courbe, elle est rapide. Pourquoi? Parce que à t égale à 0, on a le métal qui est complètement exposé à notre atmosphère. On a la réaction qui va commencer. Bon, la réaction va former une couche, comme on l'avait déjà vu précédemment, une couche d'oxyde au-dessus qui sera continue, qui sera compacte, non fissurée. À un certain moment, l'épaisseur de la couche devient si grande que la diffusion devient plus lente et on a un changement de tendance au niveau de la courbe pour avoir une courbe qui a donc une forme qui est parabolique. D'accord? C'est clair? Monsieur, Oui. Oui. c'est quoi la signification d'un composé stéchiométrique dans ce cas-là? Stoichiométrique, ça veut dire qu'il ne comporte pas de défaut. D'accord? Vous vous rappelez, comme l'oxyde de silicium, on avait dit qu'il ne comporte ni de cations qui se positionnent dans des sites interstitiels, ni des lacunes. D'accord? Donc, il est parfait. D'accord? Il ne comporte pas de défauts. Quand vous avez des défauts, au moment où vous avez des défauts, vous avez diffusion. D'accord? Vous avez conductivité ionique. On a dit que c'est équivalent. Quand vous avez des défauts, que ce soit des lacunes d'oxyde, ou bien si vous avez des ions qui se positionnent dans des positions interstitielles, à ce moment-là, vous avez diffusion des espèces à travers ces lacunes et à travers, bien sûr, ces sites interstitiels. Et cela veut dire que vous avez, donc c'est équivalent à dire que vous avez une conductivité ionique. Et bien sûr, elle sera accompagnée d'une conductivité qui est électronique. Moins il y a de lacunes, plus donc votre oxyde il est stoichiométrique, plus la diffusion devient donc moins la diffusion devient importante, pardon. Moins la diffusion devient importante. Donc, plus il est stoichiométrique, moins il y a de lacunes, moins il y a de diffusion et la conductivité devient de plus en plus faible. Plus il y a de lacunes, plus vous avez une conductivité, donc vous avez un oxyde qui est non stoichiométrique et vous avez une conductivité qui devient de plus en plus importante. Cela veut dire que vous avez aussi une diffusion qui est de plus en plus importante. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Très bien. Alors, on va essayer, qui parle de diffusion, on va essayer d'utiliser la loi de Fick pour démontrer cette loi qui est parabolique. Donc, automatiquement, si on entendait qu'il y a diffusion, vous avez donc à appliquer la loi de Fick. Dans ce cas, l'oxydation parabolique d'un métal pourra être analysée aussi à partir d'une loi de diffusion. Cette loi, bien sûr, ça sera donc la loi de Fick. En effet, le gradient de concentration dans le film produit une variation de potentiel chimique responsable de la variation d'énergie libre nécessaire à la diffusion. Et on a dit que c'est la loi de Fick qui sera donc la dérivée de la masse par rapport
autant, qui sera égal à un coefficient de diffusion fois la surface du métal dans ce cas, ou bien de l'oxyde, donc ça revient en même, puisqu'on a donc la surface qui sera complètement, recouverte, fois la dérivée, donc, ou bien le gradient de concentration dans l'épaisseur de notre couche. D'accord? On a la masse, dans ce cas, du métal. D'accord? La masse, pas du métal complet, mais la masse du métal qui va diffuser. D'accord? Donc la masse qui est pratiquement perdue du métal. D'accord? Donc c'est la masse de l'espèce diffusante. Dans ce cas, ce sera la masse perdue du métal par rapport au temps, qui sera donc fonction du gradient de concentration. Dans quoi? Dans cette épaisseur qu'on a d'oxyde. D'accord? Ici, on a dit que D2M, c'est la masse de l'espèce diffusante. D2X, c'est la distance de diffusion, ça sera l'épaisseur de notre oxyde. D2T, bien sûr, c'est le temps. D, on vient de dire que c'est le coefficient de diffusion. S, la surface, que ce soit donc, du métal ou bien la surface qui sera au-dessus, puisque donc, on a un recouvrement qui est complet. Et D2C, on a dit que c'est le gradient ou la variation de la concentration dans cette distance D2X. D'accord? Par intégration, on obtient que la masse devrait être égale à le coefficient de diffusion fois la surface fois d de c sur dx fois le temps plus une constante. Cette constante, on va voir qu'elle est égale à 0. Et maintenant, en prenant la masse volumique et la masse molaire qui seront ceux de l'oxyde et n', la masse atomique de l'espèce qui diffuse, du métal dans ce cas, et n, le nombre d'atomes ou bien le nombre de moles donc, de cette espèce entrant dans la molécule d'oxyde, on obtient que la masse dans ce cas, on a dit que c'est la masse de l'espèce diffusante, sera égale à E fois l'épaisseur fois la surface fois la masse volumique de l'oxyde fois le nombre de moles du métal fois la masse molaire du métal divisé par la masse molaire de l'oxyde. Et on peut donc démontrer que dans ce cas, E au carré, donc vous avez cette formule qu'on va essayer de retrouver, E au carré est égal à K fois T, bien sûr en divisant, donc en ramenant le E, l'épaisseur de l'oxyde ici, et en divisant par ce terme, donc ici, et ce sera K. On va essayer de démontrer tout ça. Alors, pour que ce soit clair, je vais sortir d'ici. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, on vient de dire que on a ici formation d'un oxyde avec une épaisseur excusez-moi, ça ne veut pas écrire, allez, très bien, une épaisseur qu'on va appeler EOX. D'accord? Et on a donc un gradient de concentration ici. Je vais l'écrire, au lieu de l'écrire D2C, on va l'écrire delta C, c'est la même chose. D'accord? Ça veut dire que la distance parcourue, ici, la distance de diffusion, c'est le dx, et c'est égal à E de l'oxyde qui se forme. D'accord? On va reprendre notre réaction avec laquelle on avait démontré donc, le rapport de Pillin et de Bedworth. On a donc un métal avec l'oxygène qui va former donc un oxyde dans ce cas. Selon la loi de Fick, on avait vu que D2M sur dt est égal au coefficient de diffusion fois la surface fois D2C sur dx. Et D2M, et cette masse, j'aimerais insister que c'est la masse de l'espèce diffusante, ça veut dire que ce sera la masse
du métal dans ce cas. D'accord? Pas la masse du métal total, mais la masse du métal qui a formé l'oxyde ici. D'accord? Ou bien delta M si vous voulez, du métal. D'accord? Donc le coefficient de diffusion fois la surface fois D2C sur Dx fois dt. Donc on va noter cette expression étoile. D'accord? En intégrant, on aura la masse du métal, ou bien le delta M, comme vous voulez. Vous pouvez mettre ici delta, si vous voulez, pour vous rappeler que ce n'est pas réellement la masse, mais c'est la masse du métal qui a été perdue à ce moment-là, est égale à coefficient de diffusion fois la surface, donc surface que ce soit du métal ou bien de l'oxyde, puisqu'il y a un recouvrement qui est complet. La surface, ici, ça sera la même. D'accord. Le coefficient de diffusion fois la surface fois D2C sur dx, et on peut remplacer donc dx par Eox. Dx est égal à Eox plus fois T plus une constante. D'accord? Donc plus une constante. Si nous prenons donc, condition initiale, c'est T égale à 0. À T égale à 0. À T égale à 0, on n'en avait rien au-dessus. D'accord? Donc, il n'y aura pas de diffusion d'espèces à T égale à 0. Ça veut dire que delta M à T égale à 0 est égal à 0. Ce terme sera égal à 0. Et ça veut dire que la constante va être égale à 0. D'accord? Donc, on maintient seulement ce terme ici. D'accord? En rouge. Maintenant, comme on avait fait la dernière fois avec donc, le rapport de Pillin et de Bedworth, d'autre part, on sait que le nombre de moles de l'oxyde est égal au nombre de moles du métal divisé par N. D'accord? Nombre de moles du métal divisé par N est égal au nombre de moles je vais mettre ox, c'est mieux. Je vais mettre ox ici. D'accord? Donc ça c'est N. Donc c'est le coefficient de stoichiométrie ici, ou bien de stoichiométrie de la réaction. D'accord? Et par conséquent, on peut revenir sur notre terme qu'on avait retrouvé avant. Et on peut écrire que ce qu'on cherche, c'est donc cette masse du métal ici. Donc la masse qui a été perdue du métal. On peut écrire ici, on peut écrire que la masse, donc delta M, c'est delta M si vous voulez, ici, est égale à la masse de l'oxyde fois N fois la masse molaire du métal divisé par la masse molaire de l'oxyde. D'accord? Or, on a aussi la masse volumique de l'oxyde, dans ce cas, qui est égale à la masse de l'oxyde divisé par le volume de l'oxyde. D'accord? Donc, la masse de l'oxyde est égale à la masse volumique de l'oxyde fois son volume. Et le volume, bien sûr, le volume, c'est quoi? C'est la surface fois l'épaisseur dans ce cas. Donc, S fois l'épaisseur de l'oxyde. Dans ce cas, on peut écrire que la masse de l'oxyde est égale à sa masse volumique fois la surface, ici, fois
l'épaisseur dans ce cas de cet oxyde. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est remplacer dans notre relation étoile ici, d'accord? Donc, la masse du métal sera égale à, pardon, on va remplacer ici dans un premier temps. Donc, la masse du métal sera égale à ρ de l'oxyde fois la surface fois l'épaisseur de l'oxyde fois N fois la masse molaire du métal divisé par la masse molaire de l'oxyde. Et en remplaçant maintenant, donc ici, on aura donc, la masse du métal, qui est ce terme, qui sera égal à ce terme ds fois d de C sur l'épaisseur de l'oxyde fois le temps, en ramenant, bien sûr, on va premièrement simplifier par la surface, et en ramenant donc ce terme, donc ρox n masse molaire du métal divisé par la masse molaire de l'oxyde, en le ramenant, donc en divisant ce terme par celui-là, on aura D, on aura E au carré, pardon, et en ramenant E ici, on aura E au carré de l'oxyde qui sera égal à D. Bien sûr, on va maintenir TC et T, et on va ramener ce terme qui n'est autre que la masse molaire de l'oxyde fois ici ρ. Donc, ici, il y a une petite faute, donc je devrais enlever ça. Le E, il n'y a plus de E ici. Très bien. Donc, ce sera E au carré sera égal à M ox fois D fois DC divisé par NM fois ρ ox fois T. Donc, effectivement, si on remplace ce terme ici par K, on aura donc K, je vais enlever ça, il y a une petite faute, donc ça sera donc K, E au carré de l'oxyde sera égal à K fois T. Effectivement, on a pu donc démontrer que la masse au carré ou bien l'épaisseur au carré dans ce cas, c'est une fonction du temps dans ce cas. D'accord? Est-ce que c'est clair? Démonstration est claire. En principe, en général, ce que je fais, c'est de vous donner donc la démonstration à faire comme devoir, mais cette année, donc puisque donc on a déjà eu un premier devoir et en plus, donc on est en train de travailler à distance, je préfère le faire moi-même, d'accord? Alors vous avez maintenant la démonstration que selon la loi de Fick, on peut démontrer que l'épaisseur de l'oxyde au carré est égale à une constante fois le temps. D'accord? C'est clair? Ou bien je dois refaire, bien réexpliquer la démonstration. M'écoutez? Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'autre côté? J'ai l'impression de me parler. Oui, monsieur, nous sommes là. Mais parfois, on vous entend pas très bien. Je crois que vous avez un problème de connexion. Ah, d'accord. Donc, je vais reprendre la démonstration. Est-ce que c'est juste sur la Je crois démonstration ou que bien à vous? c'est à cause de l'enregistrement. Non, dès le début, je crois que c'est à cause de l'enregistrement. Comment à cause de l'enregistrement? L'enregistrement, il devrait bien fonctionner en principe. Alors, je vais essayer de reprendre. Je crois que c'est juste un bug au niveau d'Internet. Alors, en ce qui concerne la loi parabolique, on avait dit que la loi parabolique, on a l'épaisseur au carré qui sera une fonction de t.
d'accord? Une constante fois le temps. Et on avait dit que dans ce cas, en comparaison à qu'on vient de voir, qui n'est autre que la loi qui est linéaire, cette loi va concerner donc un rapport de Pellin et de Bedworth entre 1 et 2,4. D'accord? Et dans ce cas, on avait dit qu'il y aura formation d'une couche qui est relativement protectrice. J'insiste sur le fait que relativement, parce que si on revient sur la courbe, on voit que on a une décélération ici, mais dépendant bien sûr, parce que j'avais déjà expliqué que à cause de la présence des défauts ou bien de la non-stoichiométrie, on a diffusion. D'accord? Donc, le nombre de défauts ou bien de lacunes qu'on peut avoir dans notre oxyde va conditionner la diffusion, d'accord? La vitesse de diffusion. Elle peut être plus rapide ou bien moins rapide selon les défauts qu'on a, d'accord? Alors, dans ce cas, elle sera relativement protectrice à cause de quoi? Bien sûr, compacte et continue. À cause de quoi? À cause du fait qu'on peut avoir un oxyde qui peut être relativement donc, plus ou moins stoichiométrique. Et ça va dépendre donc de ce niveau, bien ce degré de stoichiométrie que la diffusion va continuer ou pas. D'accord? En tous les cas, quand vous avez la formation de votre oxyde au-dessus, vous avez aussi donc le voyage des ions de l'interface métal-oxyde vers l'extérieur pour effectuer, pour continuer la réaction d'oxydation. Et si la couche est trop épaisse, donc le temps de voyage va être de plus en plus grand. Cela veut dire que la vitesse de la réaction va diminuer et ça se reflète clairement ici, où on a dit qu'on a, dans un premier temps, on a notre métal qui est exposé complètement à notre atmosphère qui n'est autre que l'oxygène. À ce moment-là, on a oxydation, mais au moment où on a une couche avec une épaisseur suffisante, donc de plus en plus grande, puisque la distance à parcourir, et vous pouvez le voir ici, la distance à parcourir devient de plus en plus grande, c'est normal que la vitesse devrait diminuer, et c'est pour ça qu'on a une loi qui est parabolique, où on a la continuation de la diffusion de nos espèces, mais à cause de cette distance, ou bien à cause aussi du nombre de lacunes que vous pouvez avoir dans votre oxyde, cette vitesse peut diminuer. Ensuite, on avait dit que pour la loi donc, de Fick, pardon, pour la diffusion, on a automatiquement, donc on relie la diffusion des espèces à la loi de Fick. D'accord? Ce qui permet, dans ce cas, donc, de démontrer la loi qui est parabolique dans ce cas. On prend la loi de Fick dans ce cas et on a d de m sur dt, donc c'est la variation ici au niveau de donc, la masse de l'espèce diffusante qui n'est autre que le métal. Ça veut dire que ce sera le métal qui sera, les ions qui vont former notre oxyde. Donc on peut calculer donc, cette masse, bien sûr par rapport au temps, qui sera égal à un coefficient de diffusion fois une surface, fois la surface de l'oxyde ou bien du métal, donc, puisque la couche elle recouvre complètement notre métal, divisé bien sûr par donc, la distance parcourue. D'accord? Par intégration, on avait dit que si on intègre par rapport au temps, on aura la masse de l'espèce diffusante. Moi, je l'ai appelé ici delta. J'ai mis un petit delta ici pour vous dire que ce n'est pas celle du métal, mais c'est l'espèce qui diffuse. Ce sera les ions, ou bien les cations métalliques qui diffusent. D'accord? C'est M qui sera égal au coefficient de diffusion fois la surface fois d de c sur dx fois t plus une constante. D'accord? Et on est passé à démontrer cette loi qui est parabolique. On avait dit que on a pris dans un premier temps notre réaction d'oxydation où un métal s'oxyde pour donner l'oxyde métallique. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette équation? C'est que le nombre de moles du métal divisé par son coefficient, N sera égal au nombre de moles de l'oxyde, bien sûr. N oxyde sera égal à N métal sur le coefficient de stoichiométrie dans ce cas. D'accord? Et ici, on a dit que D de X sera la distance parcourue.
Donc, ce sera l'épaisseur de la couche. D'accord? Donc, la distance parcourue, c'est dx. Ça ne sera que donc, cette épaisseur. Ensuite, la surface du métal, ça sera la même puisqu'il y a recouvrement complet. Si on considère que les deux surfaces sont complètement planes. Et on a dit qu'on a donc un D de C, un gradient de concentration entre le métal, ici, donc les ions métalliques riches, donc ici en ions métalliques, donc à l'interface, et à l'interface, ici, oxyde, atmosphère, sera plus riche en oxygène, comme on l'avait déjà vu précédemment. Selon la loi de Fick, donc on avait intégré, on avait retrouvé ça donc déjà sur le diapo précédent. Il nous manquait seulement de démontrer que la constante est égale à 0. Aux conditions initiales, à t égale à 0, bien sûr, le métal, il n'est pas recouvert d'un oxyde. D'accord? À t égale à 0, le métal, sa surface, elle est polie, elle est en contact direct avec l'oxygène. Ça veut dire qu'à t égale à 0, il n'y a pas de diffusion d'espèces, puisqu'il n'y a pas de couche d'oxyde. Ça veut dire que cette masse M du métal qui devrait diffuser était égale à 0. Donc à t égale à 0, ce terme va devenir égal à 0. Et ce terme, déjà, il est à 0 parce que c'est t égale à 0. Ça veut dire que la constante est égale à 0. Maintenant, on a seulement cette partie donc, de l'intégration. D'accord? Et on peut remplacer ici donc dx par l'épaisseur de l'oxyde. D'autre part, on a utilisé donc cette relation entre le nombre de moles de l'oxyde et le nombre de moles du métal pour écrire que la masse du métal est égale à la masse de l'oxyde fois nombre de moles du métal fois la masse molaire du métal divisé par la masse molaire de l'oxyde. Or, d'autre part, la masse volumique est égale à la masse de l'oxyde sur le volume de l'oxyde. Et le volume de l'oxyde est égal à quoi? Il est égal à la surface, ça c'est notre oxyde, est égal à la surface fois l'épaisseur. D'accord? Donc le volume de l'oxyde, c'est la surface fois l'épaisseur. On peut remplacer donc, ici pour retrouver la masse de l'oxyde, qui est égale à la masse volumique de l'oxyde fois la surface fois l'épaisseur de l'oxyde. Et maintenant, on a la masse de l'oxyde qu'on va remplacer où? Ici. D'accord? On est en train de chercher la masse du métal. La masse du métal sera égale à quoi? La masse volumique de l'oxyde fois la surface fois l'épaisseur de l'oxyde fois N fois la masse molaire du métal divisé par la masse molaire de l'oxyde. Maintenant, celle-là, M du métal, est déjà égale à coefficient de diffusion fois la surface fois Tc sur l'épaisseur fois T. Donc, on peut remplacer ici. Et après calcul, donc E de l'oxyde, l'épaisseur de l'oxyde, on le ramène ici, ce sera E de l'oxyde au carré. Déjà, on a une parabole qui sera égale à quoi? On va ramener tous ces termes en dessous et on aura K qui sera égal à coefficient de diffusion fois la masse molaire de l'oxyde fois donc la variation de concentration divisé par nombre de moles des ions métalliques donc impliqués ici fois la masse molaire du métal fois ici la masse volumique de l'oxyde. Et effectivement, on a pu démontrer que E au carré de l'oxyde est égal à une constante fois T, donc la loi est effectivement parabolique. Est-ce que c'est clair maintenant? Donc, j'ai répété toute la démonstration. C'est clair? Est-ce qu'il y a des questions, des gens qui se sont perdus un petit peu au niveau de la démonstration, qui ont perdu une partie de la démonstration? Non? Très bien. C'est clair, monsieur, merci. Alors, je vais revenir sur... remettre tout ça plein écran. Vous voyez toujours mon écran? Oui, monsieur. Oui, monsieur.
D'accord? Donc, première loi linéaire, la deuxième parabolique, on vient de la démontrer. On passe maintenant à la troisième cinétique d'oxydation. C'est cinétique d'oxydation avec une loi qui est logarithmique. Dans ce cas, la masse de l'oxyde ou bien l'épaisseur de l'oxyde sera égale à donc, une constante fois donc, une fonction logarithmique. Donc logarithme A fois T plus une autre constante. Dans ce cas, cette cinétique est régie pour les oxydes stoichiométriques. Vous voyez que, au contraire de ce qu'on a vu pour la loi parabolique, où on n'a pas une stoichiométrie qui est parfaite, pour les oxydes qui sont stoichiométriques, on a une loi qui est logarithmique. Et si vous vous rappelez, on avait déjà vu un exemple de ça. On avait parlé de l'oxyde de silicium, SiO2, qui a un réseau qui est parfait, qui est stoichiométrique. Et cette stoichiométrie, qu'est-ce qu'elle le rend? Elle le rend un oxyde qui va être protecteur du métal dans ce cas. Ça veut dire que vous avez seulement la première partie où vous avez le contact direct de l'oxygène avec le silicium. À ce moment-là, une couche va se former, mais puisque la couche d'oxyde ne contient pas de défauts, de défauts spécialement ponctuels, à ce moment-là, donc la diffusion va s'arrêter. S'il n'y a pas de diffusion, cela veut dire qu'il n'y a pas de conductivité ionique, qu'il n'y a pas de conductivité électronique, et cela veut dire qu'il n'y a plus d'évolution de cette réaction et que la couche devient une couche qui est au-dessus du métal et une couche qui est protectrice. D'accord? Et ici, je l'explique. Donc, pour les oxydes stoichiométriques, il n'y a pas de conductibilité. Dans ce cas, elle est très très faible à température ambiante, par exemple, la concentration de défaut de Frenkel ou de Schottky est de l'ordre de 10 à la puissance moins 15 cm au cube. Vous voyez que puisqu'il n'y a pratiquement pas de défaut ponctuel, cela diminue la conductivité et cela veut dire que la diffusion n'existerait plus à un certain moment de la formation de la couche d'oxyde. Dans ce cas, c'est ce qui se produit quand il y a formation de minces films d'oxyde sur le fer, le cuivre ou l'argent à température ambiante. Donc, je reviens toujours sur l'exemple de l'argent, tout spécialement pour les filles qui utilisent donc des bagues, etc. Boucles d'oreilles ou bien, je ne sais pas, les bracelets. À température ambiante, vous avez formation en général d'une couche qui est, on va dire, d'un gris foncé, par exemple, sur l'argent. Ce que vous faites en général, c'est de frotter et de nettoyer cette couche pour redonner donc la brillance à votre bague ou bien vos boucles d'oreilles, etc. À ce moment-là, quand vous frottez, ce que vous faites, c'est d'enlever la couche d'oxyde, mais vous devriez savoir que dans ce cas, cette couche d'oxyde, elle est protectrice. Si à chaque fois vous enlevez cette couche d'oxyde, ça veut dire que vous êtes en train de consommer plus de métal. Avec les années, ce que vous allez faire, c'est perdre un bon poids de votre métal qui formait, donc d'argent, qui formait votre, on va dire, bague ou bien boucle d'oreille ou bien bracelet, etc. D'accord? Donc, il vaut mieux ne pas nettoyer tout le temps donc, ces choses-là, d'accord? Essayez donc de l'éviter, sinon vous êtes en train, au cours des années, vous allez voir que vous allez perdre donc, votre métal donc, qui est précieux dans ce cas, d'accord? Donc la fine couche que vous avez au-dessus, que vous appelez donc la couche qui est noire, qui est en train de salir, c'est une couche qui est protectrice dans ce cas, d'accord? La cinétique d'oxydation de l'aluminium, du chrome et du silicium qu'on avait déjà vu, donc suivent donc cette loi, d'accord? Toutefois, donc la valeur de la masse donc, tend rapidement vers une valeur qui est donc une valeur qui est asymptotique. Avant de continuer, pardon, je vais revenir sur la courbe. Donc, on a dit que on a une partie de la courbe dans un premier temps, donc qui est la formation de la couche d'oxyde. À un certain moment, il n'y a plus de diffusion. Ce qu'on a, c'est que on a une courbe qui devient asymptotique, qui a une valeur qui va être pratiquement égale au cours du temps. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'évolution
il n'y a plus de consommation du métal. S'il n'y a plus de consommation du métal, ça veut dire qu'il n'y a plus donc de corrosion. Et la couche, dans ce cas, elle est protectrice. Les oxydes de ces métaux sont stoichiométriques en général. Ils forment donc des films protecteurs très efficaces grâce à l'absence de gradient de concentration des ions à l'intérieur de l'oxyde et leur très faible conductivité électrique. Donc, ça confirme ce qu'on avait dit. Si vos oxydes sont stoichiométriques, cela veut dire que vous n'avez pas de diffusion d'espèces. Cela est équivalent à dire que vous n'avez pas de conductivité ionique et de conductivité électronique dans ce cas. D'accord? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc, pour récapituler, on avait commencé par le rapport de Pellin et de Bédouard. Le rapport de Pellin et de Bédouard, il nous permet relativement, donc à l'époque, on va dire, relativement de savoir si la couche elle est protectrice ou pas. D'accord? Donc, si on vous demande, selon le rapport de Pellin et de Bédouard, vous avez seulement deux cas. D'accord? Delta supérieur à 1 et delta inférieur à 1. D'accord? Supérieur à 1, on a dit que la couche est protectrice. Inférieur à 1, la couche, dans ce cas, ne sera pas protectrice. Or, la réalité dépend des conditions dans lesquelles nos oxydes se trouvent, tout spécialement les conditions de pression et de température. Et on avait vu qu'à un certain moment, si on a une température qui permet donc de volatiliser la couche d'oxyde, cela rend notre métal exposé à l'oxygène. Cela veut dire que l'oxydation va continuer. D'accord? Et c'est pour cela qu'on est passé à utiliser les courbes directement de la cinétique d'oxydation. D'accord? Donc, à des conditions données, à une température donnée, on devrait analyser la courbe. Comment serait cette courbe? Et cela va nous permettre de déterminer si la couche va être protectrice ou pas. À travers quoi? À travers la loi qu'elle suit. D'accord? Elle peut être une loi qui est linéaire. Cela veut dire que la couche ne sera pas protectrice. Et on avait défini pour quel oxyde on pourrait avoir ce cas-là. On avait dit que c'est pour delta inférieur à 1 et delta supérieur à 2,4. Et on avait expliqué que delta inférieur à 1, ça veut dire que ce sont des couches qui seront minces, mais qui à cause des propriétés mécaniques entre le métal et cette couche, ils pourraient se briser et se fissurer et avoir donc la continuation de la réaction. Ou bien delta supérieur à 2,4, où on a des couches d'oxyde qui sont très, très volumineux et qui peuvent se briser très rapidement, ou bien très facilement, pardon, et former des fissures. Et là aussi, on aura accès de l'oxygène au métal et la réaction va continuer. Et on avait rajouté un troisième cas pour les couches qui sont dans des conditions où leurs oxydes sont volatiles. D'accord? Ensuite, on est passé à la loi qui est, dans ce cas, parabolique. La loi parabolique, on avait dit qu'il y aura décélération, mais cela ne veut pas dire que la couche va être complètement protectrice. D'accord? Il y aura décélération de la vitesse de l'oxydation, mais la réaction va continuer à cause de quoi? À cause de la diffusion qui va exister. Bien sûr, cette diffusion elle va dépendre de la nature de la couche d'oxyde qui s'est formée. S'il y a suffisamment de lacunes, bien beaucoup de défauts dans cette couche, il y aura continuation de la réaction à des vitesses qui sont relativement un petit peu plus rapides. Si les lacunes sont, les défauts sont moins présents dans ce cas, donc on va dans le sens que d'avoir plus de stoichiométrie. Dans ce cas, donc la diffusion va devenir de plus en plus faible et la vitesse de la réaction va diminuer dans ce cas et la couche va être de plus en plus protectrice. Bien sûr, on avait rajouté un autre
un autre conditionnement qui n'est autre que l'épaisseur, bien sûr, parce que le trajet pour que les cations passent de l'interface métal-oxyde vers l'extérieur, donc il devient de plus en plus grand au fur et à mesure que notre épaisseur devient grande. D'accord? Et on avait pris donc l'exemple de l'oxyde de cuivre qu'on avait déjà vu précédemment. On avait dit qu'il suit donc une loi cinétique d'oxydation à haute température qui n'est autre que parabolique. On a aussi le fer, le nickel, etc. D'accord? Troisième cas donc, sur lequel on est maintenant, c'est la loi de cinétique d'oxydation qui n'est autre que logarithmique. Dans ce cas, il y aura formation d'une couche, donc une couche qui sera mince, rapidement à l'interface. À cause de quoi? À cause de l'exposition de notre métal à l'atmosphère. Au moment où on a cette couche qui se forme, cette couche n'évolue plus. D'accord? Si elle n'évolue plus, ça veut dire qu'il n'y aura plus de formation, plus de prise de poids de l'oxyde, plus donc d'augmentation de l'épaisseur. Cela veut dire que la couche à un certain moment, ou bien la loi, à un certain moment, la courbe va devenir en parallèle avec l'axe des X. Et à ce moment-là, on peut être sûr que notre couche, dans ce cas, est une couche qui est protectrice. Comment interpréter ça au niveau du mécanisme? Au niveau du mécanisme, ça veut dire qu'il n'y a plus de diffusion. Et cela est équivalent à dire qu'on n'a plus de conductivité, que ce soit ionique ou bien électrique. Et cela veut dire que la couche devrait être forcément stoichiométrique. Et on avait vu donc l'exemple du silicium, l'oxyde de silicium ou bien la silice SiO2 n'évolue pas et suit une loi qui est logarithmique. On a pris aussi donc les exemples ici de l'aluminium et du chrome. Maintenant, donc pour la remarque, je vais insister sur le fait que la loi n'est pas unique. D'accord? Si vous prenez un métal, cela ne veut pas dire que ce métal, il va forcément suivre cette loi déterminée. D'accord? Donc, elle n'est pas unique. Elle va dépendre des conditions thermodynamiques dans lesquelles on se trouve et tout spécialement de la température ou bien du rang de température dans lequel on prend ce métal. D'accord? Donc, divers métaux sont susceptibles d'obéir à plusieurs lois selon le domaine de température, notamment, tout spécialement. D'accord? Donc, ça dépend forcément de la température. Par exemple, pour le zinc, il suit une loi qui est logarithmique. Ça veut dire que le zinc, il peut être une couche qui est protectrice. D'accord? Si vous avez du zinc exposé à l'oxygène, dans des conditions thermodynamiques, il va se former une couche d'oxyde au-dessus qui sera fine, d'accord, un film mince, une couche mince au-dessus, qui va être protectrice, d'accord? La couche, elle sera protectrice. Mais où? Seulement à des températures inférieures à 360 degrés Celsius. D'accord? Cette couche, à des températures qui est supérieures à 360 degrés, pourrait évoluer. Donc les cations pourraient diffuser à cause des défauts qui existent dans l'oxyde de zinc. D'accord? Donc, à cause de la température, ce qu'elle va faire, elle va motiver donc, cette température, elle va motiver le déplacement des cations dans ce cas. Et par conséquence, la loi devient une loi qui est parabolique. Et nous avions vu ça d'une manière qui est claire sur le mécanisme d'oxydation pour l'oxyde de zinc. Et on avait écrit que le zinc a une formule qui est de Zn1 plus XO, si vous vous rappelez bien la séance dernière. Pour le titanium, dans ce cas, il peut suivre 3 lois d'oxydation à haute température. Il peut suivre une loi qui est logarithmique à une température inférieure à 360 degrés Celsius. Donc la couche qui se forme au-dessus sera une couche qui sera protectrice seulement dans ce rang. D'accord? Elle peut être parabolique entre 360 degrés et 850 degrés. D'accord? Elle peut évoluer à être une loi parabolique, ça veut dire que la réaction va continuer, mais à une vitesse qui est moins forte qu'une loi qui est linéaire, une vitesse qui est plus rapide que la loi qui est logarithmique.
Et pour finir, elle peut être donc, une loi linéaire à des températures supérieures à 850 degrés Celsius. Dans ce cas, déjà, vous pouvez donc, penser ici, puisque c'est une loi qui est linéaire, ça veut dire que votre titanium il sera exposé à l'oxyde. Ça veut dire que dans ce cas, la couche sera volatile. D'accord? Au-dessus de 850 degrés Celsius, la couche doit être volatile. Le métal sera exposé à l'air et vous aurez continuation de votre réaction. D'accord? Donc ça va dépendre fortement des conditions thermodynamiques, tout spécialement de la température dans laquelle on se trouve. Cela nous permet aussi de conclure que vous pouvez utiliser un métal dans une application donnée selon les conditions dans lesquelles donc, vous allez donc, le mettre en marche. Si vous voulez par exemple économiser sur le matériau que vous allez utiliser, si vous voulez donc par exemple utiliser une enceinte qui soit métallique pour une certaine réaction par exemple, et cette réaction elle est inférieure à 360 degrés, vous pouvez utiliser donc une enceinte en zinc, d'accord, inférieure à 360 degrés parce que l'oxydation dans ce cas, ce sera logarithmique. On aura formation d'une couche et c'est fini. D'accord? Or, vous ne pouvez pas l'utiliser au-dessus de 360 degrés Celsius. D'accord? Ça va dépendre de l'application et des conditions d'application pour le choix du métal à utiliser. D'accord? Donc, une pièce, par exemple, de voiture, une voiture qui chauffe, si la température ne chauffe pas au-dessus de, on va dire, de 200 degrés, une pièce en zinc pourrait faire l'affaire. D'accord? Mais si vous avez, par exemple, vous êtes dans des chaudières et vos pièces sont en zinc, et les températures s'élèvent au-dessus de 360 degrés, là, le zinc n'est plus un matériau, n'est plus un métal à utiliser dans ces conditions. D'accord? Donc, cela nous permet réellement, à travers ce cours, de déterminer dans quelles conditions on peut utiliser tel ou tel métal. D'accord? Est-ce que c'est clair? C'est clair? Oui, monsieur. Donc avec ça, on conclut donc la partie de la cinétique dans le cas des métaux, la cinétique d'oxydation et les différentes lois. Et on va passer par la suite à un cas particulier où on va compliquer un petit peu les choses. On va parler donc le cas, dans le chapitre suivant, des alliages, donc l'oxydation à haute température des alliages. Donc vous savez que les alliages, ils sont formés en général de deux métaux au minimum. Et comme ça, vous avez des matériaux donc avec certaines propriétés bien déterminées. Et ce qu'on a fait durant ce cours, c'est qu'on a commencé au départ par étudier ce qui se passe pour un seul métal. Maintenant, on va essayer de voir comment va se produire l'oxydation dans le cas des alliages où on a plusieurs métaux ensemble. D'accord? Je vais vous donner donc une petite pause de 15 minutes et on va reprendre après ça. D'accord? 15 minutes et on reprend. Et je vais arrêter l'enregistrement pour que je n'ai pas un fichier qui soit trop grand. D'accord? Et on va reprendre l'enregistrement après. D'accord? Donc, une pause de 15 minutes et on reprend. À tout à l'heure.